Bonsoir Frédéric Elbert, vous Bonsoir. êtes grand reporter spécialiste du terrorisme, vous travaillez notamment en ce moment pour Paris Match. Notre compatriote n'avait aucune chance? Absolument aucune. Son sort était scellé, définitivement scellé, quoi qu'il se passe. Je veux dire, il n'y avait même pas de question, il n'y avait même pas de dilemme, il n'y avait même pas... On sait que la position des Français était on ne cédera pas, et on sait évidemment qu'un groupe tel que celui, les soldats du calife, ce petit groupe armé qui décide soudainement de porter allégeance... Ils l'ont fait la semaine dernière. Ils l'ont fait il y a 10 jours. 10 jours avant la capture de notre compatriote. 10 jours après, il y a la capture. Et ensuite, il y a cette espèce de copier-coller absolument affreux et sinistre de la méthode, de la menace et de l'exécution. Et en faisant cette exécution, et d'ailleurs ils le disent, ils portent allégeance et ils montrent que dans les faits, ils sont désormais un des bras armés, mais à l'autre bout du monde, de Abu Bakr al-Baghdadi, qui est le calife qui règne sur cette organisation. Est-ce qu'il y a eu une commande de l'État islamique pour dire le premier Français que vous trouvez, on l'exécute? Alors, on sait qu'il y a eu un message qui a été lancé après les premières frappes françaises, qui sont d'ailleurs des frappes, il faut dire, ridicules. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation qui est quand même assez... Elles sont symboliques, ces frappes? Elles sont politiques, surtout. C'est parce qu'Obama les voulait. Obama voulait la France dans la coalition. Mais on a quand même une base de Rafale à Abu Dhabi, on a une logistique, on a des ravitailleurs en vol. Les chiffres, on a fait une mission de reconnaissance et une mission de frappe. Les Américains en sont à 200. Voilà. Donc, je veux dire... Est-ce que vraiment ça valait le coup? Est-ce que vraiment les Américains ont besoin de nous autrement que politiquement? Est-ce qu'ils ont besoin de nos rafales? Est-ce qu'ils ont besoin de nos renseignements? Non. Ils ont besoin d'une coalition avec une quarantaine de pays derrière. Ils ont besoin d'une coalition. À partir du moment où on s'engage dans... Mais il y a quand même peu de pays comme la France qui ont de tels équipements militaires, une telle stratégie et qui est capable de frapper partout grâce à son armée de l'air. Oui, mais vous trouverez des généraux, et j'en connais, qui vous diront que l'armée est à bout de souffle, qu'elle est engagée sur un peu partout, que ces équipements sont malheureusement dans un état... déplorable, et que de toutes les façons, encore une fois, ni les États-Unis, ni ceux qui sont éventuellement les financiers d'une telle opération, c'est-à-dire les pays arabes très riches, n'ont besoin des forces françaises. Par contre, à partir du moment où la France s'engage dans le combat, oui, il y a eu le message qui appelait à une contre-riposte immédiate sur les Français, un message d'une extrême violence en disant tuez les Français, empoisonnez-les, cassez-leur la tête à coups de pierre, etc. Mais ça s'est passé avant, c'est-à-dire que dès à présent... François Hollande dit on reste déterminé, les frappes vont continuer. Ça veut dire que de nouveaux otages, il va y en avoir d'autres? Comment voulez-vous qu'on échappe à... Enfin, moi, je ne veux pas lire dans le mar de café, je ne veux pas non plus être un Cassandre, mais... Comment voulez-vous qu'on échappe à cette logique? Le ministre de l'Intérieur disait la France n'a pas peur. Ah, la France n'a pas peur, mais est-ce que les Français n'ont pas peur? Est-ce que vous savez, on dit la France n'a pas peur et en même temps on diffuse des consignes incroyables qui concernent 30 pays du monde où vivent des Français. Il y a 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Impossible à surveiller. Moi, j'ai eu des Français ce soir qui vivent au Liban, où il y a une communauté salafiste, le Liban, qui est aussi un des épicentres de ce conflit, qui est un pays voisin de la Syrie, où Daesh a ses installations, ses hommes. Les Français sont terrifiés. Ça peut se passer n'importe où. Et c'est ça on a assisté, au-delà du fait que... de l'horreur. Les 3 pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, c'est des centaines de milliers de Français qui vivent là-bas. Au-delà de l'horreur de cet événement, on a assisté à un phénomène très important qui est que désormais, on ne se concentre plus uniquement sur la zone Irak-Syrie, mais que tous les groupes qui étaient précédemment affiliés à Al-Qaïda, AQMI, AQPA, Al-Qaïda pour le Yémen, Al-Qaïda pour la péninsule arabo-musulmane, tous ces groupes-là vont se réunir et s'autodéterminer et probablement, dans la foulée, faire allégeance à
au groupe le plus puissant, le plus fort, à celui qui mène la bataille contre, je cite, les croisés, les mécréants, les apostats. Et ce groupe-là, c'est Daesh. Al-Qaïda, c'est fini. Alors et donc justement, on va devant des jours, à mon avis, devant des jours très noirs, mais pas seulement là-bas, et pas seulement en Algérie. Ici aussi. Retour sur cette formation de l'État islamique, mais que, vous le savez, le gouvernement français préfère appeler Daesh parce que ne veut pas prononcer le mot État. Un groupe qui règne désormais sur un immense territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak. On voit ça avec Auréline Rupert. Le mouvement terroriste que l'on appelle Daesh. La France est le premier pays à nommer officiellement l'État islamique, Daesh, mot arabe pour désigner l'organisation terroriste. Un groupe qui, en seulement quelques mois, est parvenu à instaurer ce qu'Al-Qaïda n'avait pas accompli en une décennie. Créée en 2004, au lendemain de l'intervention américaine en Irak, l'organisation englobe rapidement plusieurs groupes d'insurgés et devient en 2006 l'État islamique en Irak. Malmené par les forces américaines, le groupe finit par trouver un second souffle en 2010, à la faveur du conflit syrien. Il étend son influence dans la région et devient en 2013 l'État islamique en Irak et au Levant. Puis en juillet 2014, il y a 2 mois, l'organisation met en déroute l'armée irakienne et proclame un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. Elle devient l'État islamique, à sa tête le calife Ibrahim qui appelle les musulmans du monde entier à rejoindre son État. Un territoire, une administration, une armée, des chefs passés maîtres dans l'art de la communication. L'influence de l'État islamique s'étend désormais au-delà des territoires syriens et irakiens et compte chaque jour plus d'hommes dans ses rangs. Les soldats du califat, ce groupe terroriste qui a assassiné le Français Hervé Gourdel, a prêté allégeance la semaine dernière à l'État islamique. L'enlèvement et la décapitation du Français seraient ainsi leur première action concrète pour prouver leur appartenance à l'organisation terroriste. Voilà, je couvre Voilà pour cet État islamique ou Daesh. Frédéric Elbert, ce qui a étonné aussi, c'est l'extrême rapidité des choses. Notre compatriote est arrêté dimanche soir, le ultimatum de 24 heures, et dès ce soir, malheureusement, il est décapité. Le tout en vidéo, visible sur Internet, encore une fois, qu'on ne montrera pas ici. Ça veut dire qu'il y a une véritable stratégie, il y a une technologie qui s'est mise en place pour aller même plus vite que les États ? Qui est une technologie, oui, et qui est une technologie éprouvée depuis très longtemps. On sent, l'actualité va très vite, on a tendance à oublier Abu Musab el-Zarqawi, qui est le fondateur de l'organisation qui va devenir Daesh et qui avait sous ses ordres Abu Bakr el-Baghdadi, qui est aujourd'hui le patron de Daesh. Abu Musab el-Zarqawi, quand il a déclenché la guerre interconfessionnelle en Irak, pendant la guerre d'Irak et après la guerre d'Irak, et quand il a, lui, lancé ce processus de décapitation, parce que c'est lui qui lance les premières décapitations, celle de Nicolas Berg, celle d'otages américains, pas celle de Français, puisqu'on n'est pas engagé en Irak à l'époque, il met au point une structure qui va être uniquement consacrée à la communication. Et on s'aperçoit, nous, très vite, d'ailleurs, qu'on a des combattants qui nous donnent des cassettes, qui nous donnent des vidéos, qui sont montées, qui sont de qualité, d'une qualité extrême. Et il y a une cellule de communication. Et il y a même, à un moment, on dit, c'est El-Zarqawi Productions présente. C'est quasiment Hollywood. Et ça, c'est devenu de plus en plus sophistiqué. Dans ces montagnes de Tizi Ouzou qu'on vient de voir, qui sont absolument impénétrables, où même l'armée algérienne a du mal, où il y a des corottes en permanence, on peut diffuser, pratiquement en temps réel. Vous savez, c'est le même principe que ce que faisait Ben Laden. À partir du moment où vous avez un homme qui donne à un homme, qui donne à un homme, qui donne à un homme, vous arrivez à aller partout, vous arrivez à transmettre partout. Et juste un mot pour achever cela. Évidemment, la facilité avec laquelle on accède aux réseaux sociaux, la facilité avec laquelle on monte un compte, la facilité avec laquelle on peut maintenant travailler, monter, faire des vidéos, etc. Tout ça a accéléré un mouvement que ces hommes-là utilisent à plein. C'est-à-dire qu'ils ont un département communication et propagande. Je veux dire, tout autant que les armées occidentales en ont un. N'importe où dans le monde. Guillaume Larrivé nous a rejoint, député UMP de Lyon. Il y a eu effectivement cet après-midi un consensus à l'Assemblée autour du discours de Manuel Valls sur ces frappes aériennes sur l'Irak. François Hollande, ce soir, prévient que malgré cette décapitation, il est toujours aussi déterminé, que les frappes vont se poursuivre le temps nécessaire. Mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir sans doute
d'autres actions contre les Français. Jusqu'à où êtes-vous prêt à aller et à soutenir le gouvernement ? Ce soir, d'abord, ce qui domine, c'est l'émotion face à un assassinat absolument barbare. Mais il ne faut pas qu'on se laisse submerger par cette émotion, nous, les pouvoirs publics, gouvernement ou parlement. Je crois que nous avons d'abord un devoir de sang-froid, un devoir d'unité et un devoir d'efficacité. Le devoir d'unité, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'ensemble des partis de gouvernement doivent se rassembler. Ça signifie aussi, je le crois profondément, que l'ensemble de la communauté nationale doit s'exprimer. Et je veux dire notamment qu'il me paraît extrêmement important que les responsables des différentes fédérations musulmanes en France s'expriment. Elles ont commencé à le faire. Elles ne le font pas assez ? J'ai moi-même reçu hier à l'Assemblée nationale, par exemple, Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France. Et tout à l'heure, je recevais aussi le président de la Fédération des musulmans de France. Mais il n'y a pas encore de communiqué officiel du CFCM. Il y a eu des expressions. Je pense qu'il faut qu'elles se multiplient parce que ce devoir d'unité, il faut véritablement qu'il s'exprime de manière extrêmement claire par différents canaux, dans la presse quotidienne régionale, sur Internet, pour bien expliquer à l'opinion publique que les islamistes radicaux armés ne sont pas, la plupart naturellement, des musulmans de France. Devoir d'unité, devoir enfin, et je m'arrêterai là, d'efficacité, ce qui signifie pour moi deux choses. Premièrement, au plan extérieur, en effet, des frappes aériennes ciblées dans le cadre d'une coalition qui nécessairement doit mobiliser aussi des pays arabes. Des supplétifs des Américains. On l'a vu tout à l'heure, il y a eu des petits supplétifs. Une frappe. Frédéric Elbert le disait, il y a eu un raid de reconnaissance. Et une frappe quand les Américains en ont déjà fait 200. 200 ce terme de petit supplétif, je ne le reprends absolument pas à mon compte. Il y a une coalition qui est en train de se former. La France y participe. Sans doute faudrait-il Les Américains sont spécialistes des coalitions. C'était la grande méthode de George Bush. Oui, ils ont même fait participer les Syriens dans leur première coalition. C'est extrêmement différent, en l'occurrence, puisque les forces militaires américaines et françaises répondent à la demande des autorités légales de Bagdad, premièrement. Et deuxièmement, comme vous le savez, ce soir même, aux Nations Unies, un débat va avoir lieu. Enfin bon, en tout cas, moi je suis convaincu que la France a toute sa place dans une coalition pour que des frappes aériennes soient engagées. La question qu'on peut se poser, et François Fillon d'ailleurs l'a exprimé avec beaucoup de justesse tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée, la question qu'on peut quand même se poser est celle du but de guerre, et notamment de la durée de l'intervention. S'agit-il seulement, comme le Premier ministre nous l'a dit, d'affaiblir Daesh ou s'agit-il de le détruire ? C'est une vraie question. Dernier point, je ne veux pas être trop long, mais ce devoir d'efficacité, parce que ce sont quand même des sujets qui nécessitent un peu d'explication, ce devoir d'efficacité, il suppose aussi naturellement qu'on protège nos compatriotes sur le sol national. Et c'est possible sur 30 pays différents, disait le Quai d'Orsay il y a 2 jours. Alors, sur notre sol national, oui, pardon, mais enfin il se trouve qu'on a protégé nos compatriotes sur notre sol. C'est ce que je veux évoquer. Sur notre sol national, l'affaire des djihadistes rocambolesque d'hier soir, c'est mal parti. Je constate, et je déplore, mais je ne veux pas jeter la pierre aux services de police ou à nos services diplomatiques, mais je constate qu'il y a eu manifestement hier un dysfonctionnement. Et je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce dysfonctionnement. C'est la raison pour laquelle j'ai, avec Éric Ciotti, Pierre Lelouch et Christian Jacob, le président de notre groupe, demandé qu'une commission d'enquête se forme à l'Assemblée nationale pour comprendre réellement ce qui s'est passé et y apporter des réponses. On ne peut pas se résoudre. De police également, on ne peut pas se résoudre que 3 djihadistes identifiés comme tels, dont l'un qui a déjà été condamné pour des faits de terrorisme, puissent venir sans qu'on le sache. Moi, je m'étonne, je ne comprends pas qu'une cellule de crise n'ait pas été constituée en temps réel au sein probablement du ministère de l'Intérieur, dès lors qu'on avait l'information qu'ils allaient rentrer en France. Voire qu'on les accompagne aussi pour leur rentrer en France. Mais absolument, ce sont des choses qui sont habituellement pratiquées. J'ai été directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur dans d'autres temps. Des cellules de crise ad hoc spéciales pour ce genre d'opération, ça existe. Alors revenons sur ce groupe Jund al-Khilafa, les soldats du califat qui sont auteurs de l'exécution de notre compatriote Hervé Gourdel ce soir, groupe qui avait récemment prêté allégeance à l'État islamique. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? On va essayer d'y voir plus clair avec Vincent Roux. Pour l'heure, il est impossible de savoir leur nombre exact. Seul leur financement est connu. Ils rackettent les populations locales. Avant d'enlever Hervé Gourdel, les soldats du califat étaient accusés d'avoir tué une dizaine de soldats algériens, ici même, en avril dernier. C'est surtout sur Internet que leur groupe s'est fait connaître ces dernières semaines, le 14 septembre exactement. Dans un communiqué,
Son chef annonce son ralliement à l'État islamique et il s'adresse directement à cet homme, Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. « Tu as des hommes qui obéiront à tes ordres », lui écrit-il. Considère que tu disposes en Algérie de lances que tu peux tirer dans n'importe quelle direction. Le texte est signé d'un certain Gouri Abdelmalek, alias Khaled Abou Suleiman, un pur produit du djihadisme algérien. 55 ans, ancien du FIS, du GIA, du GSPC, et pour finir, un des responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le centre de l'Algérie, et autrefois proche de son chef Droukdel. La rupture entre les deux hommes remonte à fin août. Un autre chef d'AQMI aurait rejoint le groupe. Dans la mouvance djihadiste, la rivalité bat son plein. C'est aussi ce qu'illustre cet enlèvement. Et on va tout de suite aller à Alger, retrouver notre correspondance Neila Latrousse. À l'instant, le gouvernement algérien dénonce un acte odieux et abject. En Algérie, où on a suivi effectivement de très près cette affaire et cette décapitation ce soir, et où la peur commence à s'installer. Neila Latrousse. Oui, même à Alger, aujourd'hui, le dispositif de sécurité a été renforcé avec des gendarmes en plein centre-ville, ce qui est plutôt inhabituel. Des hélicoptères aussi en plein ciel. Et puis, un peu avant 17h, il y a cette rumeur qui s'est propagée dans les rédactions algériennes, très vite confirmée par l'agence France Presse, celle de l'exécution de l'otage Hervé Gourdel. Alors évidemment, c'est le choc ici. Hier encore, des sources sécuritaires, diplomatiques et politiques doutaient de la crédibilité de la menace de ce groupe. Les soldats du califat, on les connaît à peine. Ils se sont fait connaître en fait il y a 10 jours en se réclamant de Daesh. La vidéo de revendication, la vidéo de l'exécution de l'otage français ressemble en tout cas à celle diffusée dans d'autres pays par l'État islamique. Et ce soir, les Algériens craignent par-dessus tout un scénario, le retour de ce que l'on a appelé les années de sang. Thibaut Vézirian, l'œil du web, nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on dit ce soir sur la toile, Thibaut, à propos de cette exécution sauvage, barbare d'Hervé Gourdel? Eh bien d'abord, bonsoir. Concernant la vidéo, il faut savoir que certes, elle circule en ligne, mais il faut quand même fouiller. 90%, on va dire 99% même des internautes, des citoyens, sont tout à fait humains et n'échangent pas du tout les liens vers ces vidéos, ces captures d'écran tout à fait horribles. Donc il faut le savoir, cette vidéo ne circule pas comme ça aux yeux de tout le monde. C'est impossible. Cependant, eh bien, en ligne, François Hollande, pour l'occasion, a un petit peu réactivé son compte Twitter qu'il utilise très peu. Bien sûr, bien pour signaler cet acte d'assassinat horrible, cruel, lâche et honteux, dit-il. En ligne, ce sont des gens bouleversés, ce sont des gens pleins de respect pour Hervé Gourdel, énormément d'émotions, et en ligne, on a beaucoup de messages d'incompréhension face à ce drame, cet acte inhumain. On nous dit comment décapiter quelqu'un pour sa nationalité, des gens qui ne comprennent vraiment pas comment on peut en arriver là. Également sur les réseaux sociaux, beaucoup d'hommages, des demandes de réunions, de marches silencieuses. On sait déjà que devant le palais de justice de Nice, vendredi à 19h30, il y aura un hommage à Hervé Gourdel. Et également aussi, la ville de Beauvais mettra en berne les drapeaux de l'hôtel de ville. Beaucoup de demandes dans ce sens sur les réseaux sociaux. Beaucoup de photos d'Hervé Gourdel qui circulent en ligne, on le voit avec le sourire, pour garder ce souvenir de cet homme. En ligne également sur les réseaux sociaux, eh bien déjà les unes de presse de demain, Le Figaro, La Barbarie, ou encore Libération, décapité parce que français. Voilà les unes qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux. Et puis les musulmans qui s'échangent ce dessin, comme pour bien le dire, ce ne sont pas des musulmans qui font cela, eh bien, qui ont assassiné Hervé Gourdel. Convertis-toi à l'islam ou meurs, dit cet islamiste. Et donc la réponse de l'otage, toi d'abord, car les musulmans le précisent en ligne, ils n'ont rien à voir avec la religion et rien à voir avec le Coran. C'est totalement autre chose et c'est totalement inhumain. Les internautes sont bouleversés ce soir. Juste un mot, il y a d'autres réseaux auxquels nous n'avons pas accès, vous et moi, en tous les cas pas de manière classique, sur laquelle malheureusement cette vidéo fait ce soir un carton. Voilà, et ça concerne qui sont les réseaux djihadistes, sur laquelle elle est en train de faire une performance, j'allais dire, quasi historique. C'est la première fois qu'un otage français est décapité. Et apparemment, les services secrets ne veulent pas couper ces réseaux pour savoir qui les regarde. C'est aussi un des problèmes. Si vous coupez, vous ne pouvez pas remonter à la source. Frédéric Elbert, cette décapitation, ces appels au meurtre, ça veut dire aussi que les frappes de la coalition, ça marche et ça handicape l'État islamique.
Très franchement, je sais pas. Ça veut dire qu'on est rentré effectivement dans un conflit frontal. Ça veut dire maintenant que c'est œil pour œil, dent pour dent, chacun utilisant ses moyens. Voilà. Je crois en tous les cas que effectivement des frappes aériennes, et tous les interlocuteurs que j'ai eus le disent, peuvent affaiblir considérablement, peut-être décapiter, peut-être éliminer excusez-moi, pardon pour cette expression, peut-être éliminer des gens importants de l'organisation Daesh, mais certainement pas triompher de l'organisation. On n'aura pas de victoire sans faire l'économie d'une intervention au sol d'une manière ou d'une autre. Et ça, soit en y allant directement, soit en utilisant et les Peshmerga, les Kurdes, mais les Kurdes sont en nombre limité. Ça veut dire qu'il y a une autre stratégie qui est celle de l'utilisation des tribus sunnites avec lesquelles il faut négocier, qu'il faut retourner et qui peuvent faire le travail au sol. Mais s'il n'y a pas de travail au sol, on peut frapper pendant 10 ans, c'est comme ce qui se passe à Gaza, ça peut durer pendant des années et des années. Guillaume Larrivé, vous étonniez tout à l'heure qu'il n'y ait pas plus de réaction des musulmans. À l'instant, le Conseil français du culte musulman qui se dit horrifié et demande un châtiment exemplaire contre les responsables de ce crime barbare. L'Union des mosquées de France dénonce la lâcheté du groupe terroriste qui n'a d'égal que celle de leur maître du Daesh. Si par hasard, il y avait d'autres attentats, y compris sur le sol français, François Hollande dit on va continuer, on ira jusqu'au bout. Il a raison ? La question n'est pas de savoir un positionnement partisan dans ces affaires. La question, c'est celle de l'efficacité de la réponse de l'État. Ça suppose d'avoir les idées très claires sur les moyens opérationnels qui sont employés au plan intérieur et au plan extérieur. Je rejoins d'ailleurs monsieur lorsqu'il disait que sans doute, sous une forme ou sous une autre, peut-être sous la forme d'opérations spéciales, certaines interventions au sol extrêmement ciblées. Des interventions au sol, à l'UMP. Non. Je dis qu'il faut s'interroger calmement, sans faire de chèque en blanc, sur la nécessité de quelques opérations spéciales, ponctuelles, ciblées sur un certain nombre d'individus sur le sol. C'est une première interrogation que je mentionne. La deuxième remarque que je tiens à faire, c'est celle des moyens budgétaires. On assiste aujourd'hui à une paupérisation de certaines forces militaires et de certaines forces de sécurité intérieure. Et donc nous aurons, nous, parlementaires qui votons le budget, la responsabilité, là, très rapidement, dans la discussion du projet de loi de finances pour 2015 ou même dans la discussion d'un collectif s'appliquant à cette année 2014, nous aurons à faire des choix budgétaires très forts. Et pour ma part, je milite pour qu'on renforce la capacité d'action régalienne de l'État et donc les moyens des forces de sécurité extérieures et intérieures au détriment d'autres budgets. Là-dessus, je pense que le budget de l'armée. On en a parlé un peu avec le Premier ministre tout à l'heure dans l'hémicycle. Je pense qu'il se montre évidemment raisonnable. Il faudra discuter très sérieusement de tout cela. Ce n'est pas juste d'ailleurs un sujet de programmation militaire comme on le croit trop souvent, c'est un sujet de crédit de paiement, c'est-à-dire d'argent là, sonnant et trébuchant dont nos forces ont besoin. C'est vrai pour les forces militaires, c'est vrai aussi notamment pour les services de renseignement intérieur qui ont besoin de moyens. On voit bien que la menace est extrêmement diverse, y compris au plan technologique. Par exemple, soyons concrets, pour mieux surveiller disons, les réseaux sociaux sur Internet et mieux mettre en œuvre ce qu'on a voté la semaine dernière, c'est-à-dire des capacités de surveillance renforcée, même dans une certaine mesure de blocage de certains types de messages ou de contenus sur Internet. Il faut pour ça une montée en puissance de nos services de renseignement. Et on n'a pas assez de moyens pour l'instant. Je crois qu'on a besoin de se muscler au plan opérationnel et donc budgétaire. Est-ce que vous ne croyez pas, tous les deux, quand même, à un risque d'enlisement ? Je veux dire, les Américains sont restés 10 ans en Irak et ne sont pas arrivés à grand-chose, sont repartis et sont obligés de revenir. Je suis convaincu que c'est un effort de très longue haleine qui doit nous mobiliser. C'est pour ça que l'opinion publique doit s'y préparer avec sang-froid. Notre ennemi, parce que c'est bien d'un ennemi qu'il s'agit, va tester notre capacité de résistance collective. Et donc nous sommes en effet engagés dans un effort de défense nationale, de défense internationale qui va nous mobiliser pendant, je le crains, plusieurs années. Frédéric Albert ? Je crois qu'il va falloir surtout convaincre la population française et je ne suis pas sûr que le consensus politique dure si longtemps que cette opération, de la manière dont elle est menée, est nécessaire. Je dis bien de la manière dont elle est menée. Parce que je crois que j'ai entendu M. Cazeneuve dire hier « La France n'a pas peur ». Moi, les Français que j'ai eus, qui sont de simples citoyens, ils me disent « Qu'est-ce qu'on va foutre dans cette galère ?»
et on a la trouille. Le ministre de l'Intérieur ne va pas dire le contraire non plus. Mais vous craignez des attentats rapidement sur le sol français? Il y a eu un certain nombre de postures politiques qui, moi, m'ont étonné quand on est face à des gens qui sont capables de tout. Ok, on fait les opérations, mais on fait low profile. On fait les opérations, comme on a fait avec le chef des Chebab en Somalie, qu'on a fini par tuer en donnant des informations précieuses aux Américains, mais on n'est pas allé le crier sur les toits. Je crois, monsieur, je crois que nous avons tous, et je sais que c'est votre préoccupation aussi, on a tous un vrai devoir de sérieux dans ces affaires. Tous. Les journalistes, personne ne dit les le contraire, politiques d'opposition. Non mais vraiment, je crois vraiment que dans une période aussi compliquée, il faut aussi prendre le temps de la réflexion. Voyez, personne ne doit donner de chèque en blanc au gouvernement actuel. Il faut être très attentif. Même si en 24 heures, l'un de nos otages est exécuté de façon barbare. Ça va très très vite de leur côté. C'est bien sûr. Vous dire que l'un de vos collègues, M. Marceau, est totalement opposé à la poursuite des frappes. C'est le principe même de la guerre. C'est le principe de la guerre. On a beaucoup commémoré cet été 1940. Mais vous craignez des attentats rapidement sur le sol français? Il y a eu un certain nombre de postures politiques qui, moi, m'ont étonné quand on est face à des gens qui sont capables de tout. Ok, on fait les opérations, mais on fait low profile. On fait les opérations, comme on a fait avec le chef des Chebab en Somalie, qu'on a fini par tuer en donnant des informations précieuses aux Américains, mais on n'est pas allé le crier sur les toits. Je crois, monsieur, je crois que nous avons tous, et je sais que c'est votre préoccupation aussi, on a tous un vrai devoir de sérieux dans ces affaires. Tous. Les journalistes, personne ne dit le contraire, politiques d'opposition. Non mais vraiment, je crois vraiment que dans une période aussi compliquée, il faut aussi prendre le temps de la réflexion. Voyez, personne ne doit donner de chèque en blanc au gouvernement actuel. Il faut être très attentif. Même si en 24 heures, l'un de nos otages est exécuté de façon barbare. Ça va très très vite de leur côté. C'est bien sûr. Vous dire que l'un de vos collègues, M. Marceau, est totalement opposé à la poursuite des frappes. C'est le principe même de la guerre. C'est le principe de la guerre. On a beaucoup commémoré cet été 1914. Moi, j'ai relu, par exemple, une biographie excellente de Clémenceau. Pardon, mais c'est la guerre. C'est une guerre nouvelle, une forme nouvelle de guerre, mais ça suppose une vraie capacité de résistance et ça suppose aussi un contrôle démocratique. Et ça, c'est le rôle du Parlement. Il y a des commissions, il y a de la nécessité d'auditionner, par exemple, le général chef d'état-major des armées pour bien comprendre le dispositif et éventuellement l'ajuster. Personne ne donne de chèque en blanc. Co-rapporteur de la commission des lois, du coup, vous pouvez demander des rapports sur l'exécution des mois. Absolument. Restez avec nous. Dans quelques secondes, 21h sur LCI, nous continuons à être en édition spéciale. À tout moment, nous serons au Conseil de sécurité de l'ONU où Barack Obama doit s'exprimer dans un instant sur ses frappes en Irak et en Syrie. Et on reviendra évidemment toute la soirée avec Catherine Coulet sur la décapitation barbare d'Hervé Gourdel dans les montagnes algériennes de Tizi Ouzou, dans une vidéo qu'évidemment nous ne diffusons pas, intitulée « Message de sang pour le gouvernement français ». Le groupe lié à l'État islamique qui entoure Hervé Gourdel dénonce l'intervention française en Irak, mais aussi au Mali. François Hollande, depuis New York, où il participe lui aussi au sommet de l'ONU, a immédiatement réagi. Le président toujours aussi déterminé. Écoutez-le. La France vit une épreuve à travers la mort, l'assassinat d'un de nos compatriotes. Mais la France ne cède jamais devant le chantage, devant la pression, devant les actes barbares. Au contraire, la France sait qu'elle est attendue, la France sait qu'elle porte des valeurs, la France sait qu'elle a un rôle à jouer et elle n'y renoncera jamais. Et la lutte contre le terrorisme va être poursuivie, amplifiée autant qu'il sera nécessaire, dans le respect du droit, dans le respect aussi de ce qu'est la souveraineté des États. Hervé Gourdel qui a donc été décapité dans l'après-midi dans ces montagnes d'Algérie. Passionné, on le sait, de hautes montagnes. Il avait aussi très imprudemment voulu aller dans ce massif de Tizi Ouzou où même l'armée algérienne ne s'aventure pas. Son portrait est signé Julien Beaumont. C'était toute sa vie. Excellent ce rocher ici. Hein. La montagne, le Mercantour précisément. Ouais. Hervé Gourdel, sur les traces de son père, ne se lassait pas d'en découvrir chacune de ses facettes. Lui qui avait décidé d'abandonner ses études pour devenir guide. Marié, 2 enfants, il avait parcouru les Alpes, le Maroc, le Vietnam, la Jordanie et surtout le Népal, le Graal des montagnards. Autant d'aventures qu'il faisait partager sur son blog avec un seul but, transmettre sa passion. Les clients et amis qui l'a accompagné se souviennent de sa convivialité.
Très gentil, très simple, quoi. Disons, un vrai montagnard, quoi. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et qui a l'air heureux de vivre. Et priorité au direct alors que Barack Obama s'exprime à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU sur ses frappes en Syrie et en Irak. On écoute le président américain. La sécurité internationale provoquée par des actes de terrorisme, les combattants terroristes étrangers. L'ordre du jour est adopté. Je souhaite souhaiter chaleureusement la bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement, au secrétaire général, aux ministres et autres représentants présents dans cette salle du Conseil de sécurité. Votre présence aujourd'hui souligne l'importance de cette question dont nous discutons. Vous avez chacun devant vous une liste d'orateurs qui ont demandé de participer conformément à l'article 37 à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, ainsi que conformément à la pratique passée du Conseil à cet égard. Nous proposons qu'ils soient invités à participer à cette séance. Il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer son examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du document sous la cote S/2014/688, le texte d'un projet de résolution proposé par 101 États membres, et l'entière des co-auteurs de la résolution sera reflétée dans l'enregistrement officiel de cette réunion. Je voudrais attirer l'attention des membres du Conseil au document S/2014/648, une lettre en date du 3 septembre 2014 de la représentante permanente des États-Unis d'Amérique près des Nations Unies adressée au secrétaire général contenant un document de réflexion concernant la question dont nous allons discuter. Je crois comprendre que le Conseil est prêt à passer au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais mettre le projet de résolution au vote maintenant. Les personnes pour le projet de résolution contenu dans le document S/2014/688, veuillez lever la main. Voilà, Barack Obama, qui vous l'aurez compris, commence à présider ce Conseil de sécurité de l'ONU en présence de David Cameron, de François Hollande. Vous l'aurez compris, on est encore dans l'aspect des votes un peu administratifs des choses, et nous reprendrons évidemment ce direct si le président américain s'exprime plus concrètement sur le conflit en Irak et en Syrie. Frédéric Elbert, grand reporter spécialiste du terrorisme, vous travaillez notamment pour Match. Pour l'instant, cette coalition américaine et 40 pays autour d'elle, c'est avant tout l'armée américaine qui dirige ? Ah bah c'est l'armée américaine qui fait tout. Enfin, je veux dire, moi je me souviens d'avoir vu, enfin peut-être qu'on les a vus ensemble d'ailleurs, je me souviens d'avoir vu les hélicoptères de l'Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est des hélicoptères climatisés et garnis cuir, donc bon... Et pas d'expérience de combat. Quand on y voit, je me souviens de la première guerre du Golfe où on voyait les armées arabes. Enfin bon, il y a des armées évidemment plus efficaces. Évidemment, ce sont les Américains qui mènent tout. Alors il y a des armées sérieuses. Il y a les forces aériennes françaises. A une base à Abu Dhabi, à des Rafales, à des ravitailleurs. La France a de quoi. Mais une stratégie militaire. Comment est-ce que vous allez reprendre Mossoul ? Vous allez bombarder Mossoul ? Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer à un moment où il y a une bombe qui va tomber, ou deux, et qui vont tuer 40 civils, 20 enfants. Et là, on va servir la propagande de Daesh. Donc, on est dans une situation... On était obligé de faire quelque chose. Oui, mais c'est une guerre asymétrique. C'est encore une fois une guerre asymétrique, comme l'était la guerre qu'ont menée les Irakiens, qu'ont tenté de gagner les Irakiens, les Américains, face à la rébellion irakienne. Ils n'ont jamais gagné. La preuve, c'est que Daesh est là et que Daesh est né en Irak. Daesh n'est pas né en Syrie, Daesh est né en Irak, c'est exporté en Syrie, et puis c'est dit, ah ben on va revenir dans le fromage, parce que le fromage, il est bon à prendre. Et face à ça, si vous voulez, vous ne pouvez pas opposer une stratégie conventionnelle. Il faut s'adapter, il faut
des hommes qui connaissent. Il faut aller sur le terrain. Et je ne suis pas sûr non plus, je suis désolé de dire ça, c'est un point de vue qui n'engage que moi, je ne suis pas sûr qu'il faille agir dans le strict respect des lois de la guerre vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut mener des opérations d'élimination, c'est-à-dire qu'il faut mener des opérations extrêmement ciblées, c'est-à-dire que on sait que pour obtenir un certain nombre de renseignements, ça ne se passe pas toujours de manière... ça se passe pas toujours dans un canapé. Vous parlez de la torture ? Je veux dire, ça existe du côté américain aussi. Ça existe de tous les côtés. Demandons aux Français comment ils ont obtenu leurs meilleurs renseignements lorsqu'ils ont fait la guerre au Mali. Ils avaient la parole à Guillaume Larrivé, aux politiques. Vous savez, toutes ces craintes, quand on ouvre cette boîte de Pandore, de dire « Ok, on y va », tout ça peut en découler. La guerre est la guerre. Première remarque. Deuxième remarque, peut-être contrairement à monsieur, je ne veux pas sous-estimer, mésestimer l'importance de la participation d'États du monde arabe dans cette coalition. J'entends bien qu'au plan opérationnel, l'ossature principale de l'intervention, elle est bien sûr américaine et en partie française. Mais le fait que dans la coalition, des pays du monde arabe soient présents est extrêmement important, puisque ça signifie, notamment aux yeux des opinions publiques, y compris des opinions publiques du monde arabe, qu'on n'a pas une espèce de guerre Occident contre Orient, encore moins une espèce de guerre de civilisation, chrétienté contre islam. C'est pas du tout cela. C'est une coalition contre une chose qui n'est ni un État ni islamique en réalité, qui est Daesh, organisation terroriste, islamiste radicale, armée. Voilà. C'est les idées fortes et simples que je crois qu'il faut garder à l'esprit à ce stade. Est-ce qu'on est intervenu Permettez-moi un mot. Oui, d'abord, on est intervenu beaucoup trop tard. Il y a 3 ans, je veux dire, il y a 2 ans, j'étais en Syrie. Enfin, il y a 3 ans aussi, mais il y a 2 ans, j'étais en Syrie et j'étais dans une des dernières enclaves libres qui étaient aux mains de l'armée syrienne libre, avec des gens qui étaient des laïcs, avec des ingénieurs, avec des ouvriers, avec des types qui faisaient des études à l'université, avec des types qui me montraient la beauté de leurs montagnes et qui avaient rien comme arme, qui avaient des vieilles pétoires de l'époque du mandat français des années 40 et qui disaient « Mais où êtes-vous ? Où est l'Occident ?» C'est toujours la même question. Où est la France qui promet tant ? Où sont ces armes ? Et ce sont ces gens-là qui ont fait. C'est l'armée syrienne libre qui a fait le combat, la première contre Daesh, et qui parce que Daesh voulait couper sa ligne D'un mot, Guillaume Larrivé. Deux remarques très rapidement. Et excusez-moi, juste une chose très importante, après je vous laisse parler. C'est quand même assez drôle, enfin c'est drôle, c'est cocasse et absurde de voir qu'on a une coalition, on a aujourd'hui l'Arabie Saoudite qu'on met en avant comme étant l'un des partenaires principaux de cette coalition, alors que c'est, tous les services de renseignement le savent, l'Arabie Saoudite qui a été le père fondateur de Daesh. Oui, moi je trouve qu'il n'y a rien de cocasse ce soir, absolument rien. Bon. Et le responsable politique, même de l'opposition que je suis, vraiment ne trouve rien de cocasse. Pardon monsieur, mais cet adjectif me paraît particulièrement inapproprié. Sur ce point-là, je maintiens le terme. Ça n'a rien à voir avec ce qui est avec la tragédie qui est arrivée. Deuxièmement, on ne peut pas raisonner uniquement à l'irréel du passé. On aurait dû, on aurait pu, peut-être, sans doute. D'ailleurs, y a-t-il eu de la part du président des États-Unis beaucoup... d'atermoiement, d'hésitation depuis 18 mois, 2 ans et peut-être même un petit peu plus. Voilà. Simplement, on a une situation aujourd'hui, ici et maintenant, que fait-on ? Voilà. Et moi, en responsabilité tout à l'heure à l'Assemblée nationale, si j'avais eu à voter, j'aurais voté en faveur de l'opération telle qu'elle est à ce stade engagée. Ça ne veut pas dire un chèque en blanc, mais ça veut dire que si on avait dû voter, on aura à voter dans 4 mois, comme vous le savez, c'est l'article 35 de la Constitution qui l'impose, donc nous aurons à voter. On ne pouvait pas ne pas y aller. Je pense que la responsabilité des responsables publics politiques aujourd'hui, c'est d'être à côté de nos forces armées qui sont engagées. Revenons sur la stratégie de Daesh ou de l'État islamique, ces mises en scène particulièrement macabres d'exécution avec ce sujet de Pierre Grange. La première décapitation remonte à il y a un peu plus d'1 mois. James Foley, journaliste américain, est exécuté par ceux qui se revendiquent de l'État islamique. Ce groupe djihadiste a lancé une offensive fulgurante en Irak au début de l'été. Et pour les contenir, les États-Unis décident de lancer des frappes aériennes. Les terroristes décident en représailles d'exécuter froidement des Occidentaux devant les caméras.
Le 2 septembre, l'Américain Steven Sotloff. Et le 13, le Britannique David Haynes. Les djihadistes poussent la cruauté jusqu'à présenter la prochaine victime sur la liste, Alan Henning. En Angleterre, son épouse supplie les ravisseurs de le laisser en vie. Les Français sont devenus une cible vendredi dernier, quand les Rafales lancent leur première frappe en Irak. Et lundi matin, le porte-parole des djihadistes lance un appel au meurtre. Si vous ne pouvez pas trouver d'engins explosifs ou de munitions, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle ou n'importe lequel de ses alliés. Et il précise par quels moyens y arriver. Des propos d'une violence insoutenable. L'État islamique cible donc les Américains, les Français, les Britanniques, ces pays européens, l'Australie, le Canada, et ces pays arabes. Le Français Hervé Gourdel a été enlevé juste avant cet appel au meurtre. Les djihadistes algériens l'ont décapité en suivant, disent-ils, les ordres du calife El-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Frédéric Elbert, est-ce que cet appel épouvantable de l'État islamique est entendu et suivi et a la possibilité de l'être en ce moment dans les quartiers français, par exemple ? Écoutez, il est diffusé sur LCI et sur toutes les chaînes de télé. Il a été diffusé dans tous les quotidiens, dans tous les magazines, sur toutes les radios et dans toutes les langues. Alors, je ne vois pas comment ceux qui sont sur le point de basculer, en position de basculer, qui ont déjà basculé intellectuellement, pas forcément qui se sont engagés dans une action, je ne vois pas comment ces gens-là n'ont pas reçu 5 sur 5 le discours du porte-parole de Daesh. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas d'organisation. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une révélation. Structure organisée de l'État islamique en France. En France, non. Mais ce sont ce qu'on appelle des loups solitaires ou des djihadistes de retour. Je vais vous faire une révélation. On a arrêté l'été dernier un réseau. Personne ne l'a su. En tous les cas, on n'en a pas fait état publiquement. On a arrêté un réseau de gens qui, dans la droite file de toute cette logorée, de toute cette propagande, de toute cette dialectique, ce réseau était en train de commettre des attaques de banques pour se fournir en armes et en munitions et voulait constituer une dizaine de Mohamed Merah, autonomes, et frapper ensuite de manière autonome en France. Imaginez, quand on se souvient ce qu'on a vécu avec un Mohamed Merah. Mohamed Merah reste aujourd'hui une référence en termes opérationnels. Alors ça veut dire qu'au nom de Daesh, maintenant, tout est possible. Ça veut dire que quand les politiques, quand la classe politique dit « mais c'est ignoble, c'est barbare, c'est affreux, c'est dégueulasse, c'est tout ce que vous voulez », bien sûr, ils ont raison. Mais je ne suis pas sûr qu'une partie des Français entendent ce discours et n'entendent pas plutôt le discours des hommes de Daesh. À l'évidence, on doit faire face à une menace extrêmement importante et d'une ampleur inédite, nouvelle. Il se trouve que je suis rapporteur du budget des prisons et en ce moment je visite des établissements pénitentiaires un peu partout en France, en contact aussi avec les surveillants du monde pénitentiaire, et puis je reçois tous les intervenants sur ces questions. J'étais par exemple à Villenox-la-Grande. Personne ne sait où est Villenox-la-Grande, sauf les habitants de l'Aube. C'est une commune de l'Aube. C'est un centre de détention tout à fait lambda, où des petites racailles de banlieue sont enfermés, condamnés à 4-5 ans pour trafic de drogue. Quand vous discutez avec les agents de l'administration pénitentiaire, vous comprenez qu'en effet, des détenus sont en train de se radicaliser, bien sûr. C'est pas du tout comme ce qu'on pouvait imaginer autrefois. C'est d'une ampleur et d'une méthode nouvelle. Ce ne sont pas du tout des personnes qui vont prendre l'apparence de l'islamiste radical tel qu'on l'imagine, la grande barbe du salaf et rasée. Pas du tout ça. Au contraire, c'est une technique, on appelle ça un peu la taquilla parfois, technique de dissimulation. Et la volonté de certains de ces individus de constituer des petites cellules Katiba, des petites cellules regroupées qui auraient vocation à aller ensuite sur le territoire. Et face à cela, il faut qu'on réinvente tous nos modes d'action. Je recevais des diplomates britanniques Notre parade qui est totalement également insuffisante, les services. Il faut qu'on invente
Les policiers. On a des agents, des fonctionnaires, des policiers, des responsables d'administration pénitentiaire extrêmement compétents, très préoccupés et qui essaient de faire bouger les pratiques. Mais on n'a pas la NSA, on n'a pas la CIA, on n'a pas des milliers d'agents. Nous avons des services, mais il faut qu'on soit imaginatif, inventif. Et on est en train de progresser, par exemple, sur la notion de contre-radicalisation. C'est pas un truc théorique. C'est comment fait-on pour détecter, pour déradicaliser. Une question aussi que je me pose, et j'essaierai d'y répondre dans une quinzaine de jours en faisant des propositions très officielles à l'Assemblée nationale devant le garde des Sceaux, je me demande si dans la manière dont on traite physiquement les détenus dans les centres de détention, il n'y a pas une évolution, notamment dans la localisation des détenus. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je me demande par exemple si les régimes dits semi-ouverts, qui permettent dans des centres de détention en réalité d'avoir des portes ouvertes et une circulation des détenus qui font que les détenus se parlent et constituent des groupes, je me demande s'il faut pas revoir ça et progresser vers une logique d'isolement avec sans doute aussi un traitement quasi psychiatrique, avec des équipes dédiées qui s'adressent aussi à ces personnes. Vous ne pouvez pas uniquement... Moi, je pense que le politique doit quand même aller plus loin. Je vais être très, très court. Quand on voit que des jeunes filles de 16 ans qui sont issues de la bonne société, 2 mois après, elles sont en burqa et 6 mois après en Irak ou en Syrie. Je crois qu'on est face à un phénomène qui est complètement affolant et face auquel le politique en l'état est totalement désarmé. Oui, c'est pas le politique, c'est pas le politique, c'est l'État. Société. C'est l'État. Il faut complètement réinventer la réponse. On a été complètement dépassé, je pense, l'appareil d'État par ce phénomène, et on a de véritables bombes humaines qui sont disséminées dans les prisons et dans les rues. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de solution? Non, pas du tout. Je dis qu'il y a une prise de conscience. On a 66 millions de Français, il y a forcément des cellules, comme vous dites, et comment surveiller tout ça? Ça fait 4 ans que la guerre de Syrie dure. Face à un danger extrêmement grave dont l'opinion publique, hélas, va se rendre compte. Et on s'attend de toute façon, dans tous les services, certains nous l'ont dit ici même à LCI, à des attentats à venir. Il ne faut pas se cacher les yeux. On n'y échappera pas, sauf à ce que les services anticipent et frappent avant.